Je disais masterclass parce qu'en effet, en matière de cybersécurité, en matière de confiance et de cloud, je n'ai qu'un maître, Bernard Organlian. Bonjour Bernard. Bonjour Marjorie. Grosse responsabilité qui pèse du coup sur vos épaules pour la prochaine demi-heure à suivre. On va se parler de deux grands sujets. Alors, encore une fois, on va essayer de les séparer, mais ils sont forcément enchevêtrés parce qu'il y a une vraie complémentarité entre les questions de confiance et les questions de cybersécurité. On va tenter quand même de démarrer avec une première question de cybermenace. Cybermenace est the new normal, on est confronté de plus en plus, ça devient le quotidien finalement des DSI, mais même des managers. Comment est-ce que concrètement on arrive à faire face d'abord et à repérer des cybermenaces de plus en plus sophistiquées ? Alors c'est vrai que les cybermenaces évoluent de manière très significative. Pas parce que les anciennes cybermenaces ont disparu, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. On trouve toujours des hackers boutonneux en mal d'ego qui ont envie d'attaquer pour montrer qu'ils sont intelligents, etc. On trouve aussi des mafias, on trouve aussi, et c'est peut-être le phénomène le plus significatif, on va dire, des 10 dernières années, l'intervention de plus en plus massive des États. C'est-à-dire que les États sont à la fois des exploitants de l'Internet, comme n'importe qui. Ils utilisent Internet au quotidien pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont censés aussi protéger leurs citoyens, c'est le rôle des États. On leur confie le privilège de la violence, comme on dit. Et puis le troisième aspect qui est peut-être un peu moins visible, mais pour autant qui est extrêmement sérieux, c'est l'utilisation par les États du cyberespace comme un nouveau moyen pour se faire la guerre en temps de paix. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a eu un certain nombre de cyberattaques qui ont défrayé la chronique il y a un peu plus d'un an, notamment quelque chose qui s'est appelé WannaCry, NotPetya. Quand on regarde les dégâts qui ont été causés par NotPetya, les estimations qui ont été réalisées par la Maison-Blanche et qui sont corroborées par la plupart des acteurs qui observent le sujet, c'est une perte globale de 10 milliards de dollars. Donc on ne peut plus parler simplement de petites attaques qui ne sont là que pour jouer. Ce sont vraiment des attaques très sérieuses qui, en l'occurrence, sont couplées à un paradoxe puisque ces attaques, on ne sait pas forcément les attribuer, mais les chances sont très très grandes pour qu'elles émanent de certains États. Donc en ce qui concerne WannaCry, on est certain qu'il s'agit de la Corée du Nord. En ce qui concerne NotPetya, on est un peu moins sûr, mais on sait que ça a démarré en Ukraine. Donc forcément, on a envie de dire que c'est la Russie, même si dans la réalité, on ne peut absolument pas le prouver. Toujours est-il que ces attaques n'étaient pas avec une cible déterminée qui consistait, par exemple, à paralyser Saint-Gobain en France. L'objectif était simplement de tester en vraie grandeur ce qu'un malware pourrait faire. Et malheureusement, il y a eu quelques dommages collatéraux. Donc oui, les cybermenaces sont malheureusement extrêmement présentes. Elles concernent chaque citoyen qui est en permanence victime d'attaques de phishing, comme les plus grandes entreprises qui, dans la mesure où elles ont affaire à des États, ont de plus en plus de mal à se préparer, à y faire face. Donc la menace vient de partout. Elle est plurielle, elle est sophistiquée, elle est variée. Et finalement, à chaque fois que je vous entends parler de cybersécurité, de cybermenaces, Bernard, je me dis qu'il y a encore beaucoup d'efforts de pédagogie à faire. Est-ce qu'on en est toujours là en 2018, quasi 2019 ? Est-ce que ça démarre tout simplement par réapprendre les bonnes règles d'hygiène informatique, d'hygiène en matière de cybersécurité ? Alors ça, c'est sûr, c'est un mantra de l'ANSSI depuis des années et des années maintenant. L'hygiène informatique est par là que tout commence. Donc quand on oublie que les mots de passe, ça doit faire plus que 2 caractères et que si possible, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 et pas A, B, C, D, E, F. On a déjà fait un progrès. Donc ce sujet de la gestion des mots de passe reste une véritable problématique et la plupart des grandes attaques de ces dernières années ont malheureusement été facilitées par ce genre de problème. Le deuxième, ça ne se met pas sous un post-it non plus sur l'écran. Oui, ça c'est, on va dire, les schémas d'attaque, on va dire presque gaguesques, mais qui existent. Qui existent vraiment. Absolument, qui sont tout à fait des réalités. Une chaîne de télévision a été attaquée comme ça parce que le mot de passe était resté accroché sur un post-it. Oui, ça fait partie malheureusement des choses, hélas, qui restent effectivement à répéter, mais là, à l'utilisateur final. Il y a aussi la problématique des comptes dits
à privilège. Donc en fait, le fait que dans une entreprise, quelle que soit sa taille, il y ait des dizaines de milliers de comptes privilégiés, c'est juste anormal. Même des milliers, même des centaines, ça reste toujours trop. Parce que ça veut dire qu'en l'occurrence, si on est côté cyberattaquant, on va aller cibler ces comptes privilégiés pour s'infiltrer plus rapidement. Donc c'est ça l'objectif. N'importe quel cyberattaquant a envie d'attaquer les identités parce que dès qu'il a réussi à atteindre une identité qui a tous les privilèges, c'est fini. Donc c'est finalement une brèche de sécurité privilégiée. Absolument. Mais donc ça, couplé à l'éternelle problématique de la mise à jour des systèmes, de patch, donc installer les patchs de sécurité, pas attendre 6 mois, 1 an, quelquefois plus, pour les installer. Alors, rien que ces 3 conseils sont suffisants pour éviter 90% des problèmes. Et ça coûte pas un centime, bien souvent. Bernard, de toute façon, c'est effectivement de l'hygiène, vous l'avez dit. On a quand même l'impression effectivement que c'est beaucoup de négligence aussi, très souvent. Alors, je ne sais pas si c'est de l'incurie ou de l'impéritie, comme on dit, mais honnêtement, oui, il y a un problème de négligence ou d'incompétence ou de je ne sais quoi, mais c'est pas normal qu'on en soit encore à ce niveau-là. Sauf que les DSIS ont été vus pendant très longtemps par d'autres collaborateurs comme les empêcheurs de tourner en rond parce qu'il fallait mettre en place des process de sécurité très codés pour le coup. Mais aujourd'hui, ça devient un peu les super-héros de l'entreprise parce que c'est eux qui sont sur la ligne de front quand il faut défendre l'ensemble de la boîte contre une cyberattaque ou une cybermenace. C'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, c'était souvent le RSSI qui était affublé de ce titre de j'empêche tout le monde de travailler, j'édicte des règles que personne ne va suivre parce que de toute façon, pour le business, c'est très mauvais, etc., etc. Donc c'était lui en général qui passait pour le méchant. Donc petit à petit, la posture des RSSI a évolué vers quelque chose qui est quand même plus sensible à cette notion de facilitation du business, capacité à effectivement permettre les échanges dans une entreprise, permettre la collaboration plutôt que l'interdire. Mais c'est vrai que cette posture, elle a, je pense, beaucoup nui à l'image des RSSI pendant des années. Donc la cybersécurité, c'est un sport d'équipe. Ah, c'est toujours un sport d'équipe et c'est d'autant plus un sport d'équipe que, honnêtement, la cybersécurité, c'est une école de l'humilité. Il ne faut pas prétendre un seul instant qu'on a la réponse à toutes les questions. Malheureusement, on ne l'a pas. On apprend tous les jours et on apprend notamment de ses erreurs. Alors justement, en matière d'erreur et en matière d'attaque, on l'a dit, ça devient le nouveau mode de fonctionnement, le nouveau modus vivendi finalement, auquel il faut se mettre, auquel il faut se confronter quand on est une entreprise ou quand on est un particulier aussi d'ailleurs. Mais elles sont inévitables, ok, mais concrètement, comment est-ce qu'on s'y prépare? On l'a dit, de la pédagogie, de l'entraînement. Est-ce que par exemple, on peut mettre en place des exercices de crise, comme on le fait pour un certain nombre de cas concrets, pour certains secteurs et pour certaines industries? Est-ce qu'il y a des exercices de crise à mener en matière de cybersécurité? Bien sûr. En fait, je pense qu'il faut adopter une posture totalement différente par rapport à la sécurité, qui consiste à ne pas penser qu'on ne sera jamais victime d'une attaque, parce qu'on a érigé de telles murailles de son château fort qu'elles sont totalement infranchissables et que de toute façon, il n'y aura jamais une attaque qui rentrera. Ça, c'est une façon totalement dépassée de raisonner. C'est la stratégie de l'autruche, parce qu'il y aura toujours quelque part quelque chose qui va se passer, d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours quelque chose, et puis franchement, un système d'information est ouvert sur le restant du monde. Si on veut qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il soit ouvert vers les clients, les partenaires, etc. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va lever le pont-levis comme dans un château fort. Donc cette attitude, elle est dépassée en termes de stratégie de sécurité. C'était longtemps, ça, mais aujourd'hui, c'est dépassé. Ah, c'est totalement dépassé et il faut effectivement se mettre dans une logique qui est plutôt une logique de résilience, plutôt qu'une logique où on va résister à toutes les attaques coûte que coûte en pensant qu'on va y arriver. Il faut se faire à l'idée qu'un jour, on aura un problème. Et donc, ça veut dire que le jour où on a un problème, il faut être prêt. Donc, effectivement, les entraînements, les exercices de crise, c'est utile. Et puis, d'autre part, il faut avoir un système d'information qui est prêt dans le cas où une brèche a été ouverte dans le système d'information, pouvoir colmater cette brèche le plus vite possible, mettre les attaquants dehors le plus vite possible, et en tout cas préserver le caractère opérationnel de son système d'information. Et donc c'est ça auquel il faut aujourd'hui penser, plutôt que ce côté « je détecte toutes les attaques et comme je suis omniscient et omniprésent, je vais être capable de les détecter toutes ». Les attaquants ont un privilège énorme par rapport aux défenseurs. Ils peuvent attaquer où ils veulent, quand ils veulent. Le défenseur, il doit défendre partout et tout le temps.
Et il y a aussi cette règle, évidemment, en matière de cybersécurité qu'on garde tous en tête. Plus on est connecté, plus on est piratable. C'est de l'ordre de la fatalité. Comment est-ce que je fais pour rester une entreprise agile, ouverte, moderne, concurrentielle, être connectée et en même temps jouer justement la carte de la cybersécurité? Comment j'arrive à concilier les deux? Et pour aller dans le même sens que Marjorie, on le voit notamment par de nouveaux usages, qui est tout ce qui est bring your own device, etc., et l'ouverture, et le besoin et la demande de l'utilisateur. Et quand ils ne le font pas, ils amènent eux-mêmes leurs propres terminaux, ce qui peut créer des nouvelles brèches. En fait, je pense qu'il faut là aussi repenser complètement l'architecture de sécurité des systèmes d'information. Donc ce en quoi on croit, c'est qu'il faut aller vers ce qu'on appelle un Zero Trust Network, un réseau sans confiance. C'est-à-dire que par défaut, on considère que tous les terminaux, quels qu'ils soient, même ceux qu'on est censé connaître, ils sont sur l'Internet ouvert. Et c'est au moment de décider de donner l'accès à l'utilisateur depuis un terminal donné, dans un contexte donné, qu'on va ou pas prendre la décision de lui donner accès à l'information que l'on cherche à protéger. Parce qu'en final, ce qu'on cherche à protéger, ce n'est pas la muraille ou la ligne Maginot qui n'existe plus. Ce qu'on cherche à protéger, c'est le patrimoine informationnel de l'entreprise, c'est-à-dire ses données. Et donc, en fait, pour protéger les données, il faut évaluer en temps réel le contexte d'accès à ces données et donner ou pas à l'utilisateur qui est connecté derrière un terminal qu'on gère ou qu'on ne gère pas, le droit d'accéder à ces données. Ce qui veut dire qu'en fait, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des systèmes d'information, en fonction du contexte, on prendra la décision pour le même utilisateur, potentiellement utilisant le même terminal, mais dans une situation de connexion différente, de ne pas lui donner l'accès à l'information, alors que sinon, il y avait d'habitude accès. Parce qu'on considérera que c'est une situation à risque, c'est une situation qui n'est pas compatible avec la demande d'accès. Et donc, du coup, au lieu de croire que le réseau, parce que c'est le réseau qu'on a monté, il est nécessairement de confiance, on ne lui fait par défaut pas confiance. Ah bah les privilèges, vous faites votre révolution du 4 août, votre nuit du 4 août de la cybersécurité. C'est ça, c'est ça. Mais alors, justement, encore une fois, on revient sur ces bonnes règles et ces règles de base en fait en matière de cybersécurité. Plus on est connecté, plus on est piratable. Et en général, 99% des erreurs et des brèches de sécurité en matière de cyberattaque viennent d'une erreur humaine. Comment est-ce qu'on peut augmenter du coup l'humain, peut-être avec des outils nourris avec de l'intelligence artificielle, pour renforcer la cybersécurité ? Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Le problème, c'est ce qu'il y a entre le clavier et l'écran. Et l'écran, oui. Bon, malheureusement, effectivement, il y a toujours un humain. Et puis finalement, si on fait de l'informatique, c'est aussi parce qu'on veut servir des humains. Ça serait dommage qu'il n'y en ait plus du tout. Mais effectivement, l'intelligence artificielle peut aider dans un tel contexte. Donc typiquement, quand un utilisateur s'apprête à ouvrir une pièce jointe, on va vérifier que la pièce jointe en question, elle provient d'un site de confiance. Si le site n'est pas de confiance, on ne va pas l'ouvrir. Si l'utilisateur se connecte à un endroit ou dans des conditions où il n'a pas l'habitude de se connecter parce qu'on a appris de ses habitudes, et c'est l'intelligence artificielle qui va le faire, on va se poser des questions sur la légitimité de l'accès. Si l'utilisateur se connecte à Paris et que 30 secondes plus tard, il se connecte à Singapour, on va dire, sauf si depuis... il a pris l'hyperloop ou il a le don d'ubiquité. C'est ça, il a le don d'ubiquité. A priori, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Ou bien tout ce qui est sur le Wi-Fi public et ce genre de choses-là. Oui, bien sûr. Donc en fait, on ne fait pas attention. Le Wi-Fi public, c'est rien d'autre qu'un élément contextuel supplémentaire qu'on va évaluer au moment de l'accès. Si on considère que les documents auxquels l'utilisateur cherche à avoir accès sont des documents sensibles, on ne va pas lui donner l'accès. Le jour où il sera connecté dans son système d'information derrière un réseau dans lequel on a entre guillemets davantage de confiance, alors on lui donnera l'accès. Sinon, on ne lui donne pas l'accès. Comment se fait cette évaluation justement du réseau, du niveau de confiance ? En fait, elle se fait en temps réel. Donc en fait, il y a un moteur d'évaluation qui est utilisé pour contextualiser sur la base de l'identité de l'utilisateur, sur la base de la qualité de son terminal, est-il géré ou pas, est-ce qu'il y a des politiques de sécurité qui sont appliquées ou pas, la base du document ou du contenu informationnel auquel l'utilisateur cherche à accéder, le réseau depuis lequel il est connecté, auquel on rajoute tous les éléments contextuels d'intelligence artificielle que l'on peut appliquer dans ce cadre très précis, et on va donner ou pas accès à l'utilisateur à ces informations. Si j'ai bien compris, ne faites confiance à personne. C'est exactement ça. Par défaut, on vérifie tout.